Est-ce que la reprise est devant nous sur Wavestone? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Wavestone qui a publié dans la semaine. On voit que ça, ça reprend un petit peu, hein. La publication a été appréciée. Qu'est-ce qui se passe du côté du chiffre d'affaires? Alors, on s'est mis sur 12 mois glissants à mars 2025, 34% de hausse du chiffre d'affaires en 12 mois glissants. C'est pas mal. C'est pas de la croissance organique, hein. On est sur des acquisitions, en tout cas un peu d'acquisitions. On a eu 50 millions. Bon, ça booste la croissance globale. Après, il faut voir quelle proportion est organique, quelle proportion est externe, hein. Là, en ce moment, la croissance organique est plutôt faiblarde dans le secteur des ESN. Et Wavestone tire son épingle du jeu. C'est pas un positionnement uniquement ESN, hein. Ils font aussi du conseil en organisation, en management. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On regarde les marges. Alors là, par contre, c'est moins bien. Comment comprendre cette chute? Pourtant, on avait, en fait, oui, c'est pas lié à une baisse du chiffre d'affaires et du coup, un effet ciseau sur les marges à cause du levier inverse, du levier opérationnel inverse. C'est plutôt lié à la structure de coûts des acteurs des sociétés de conseil et des ESN. C'est que ce qui pèse, c'est les salaires et de 2022 à 2023-2024, les salaires ont fortement augmenté et donc ça leur a attaqué, complètement le taux de marge brute, hein. Ils mettent dans la marge brute, ils mettent les salaires des consultants puisqu'ils refacturent leurs consultants aux clients. Donc on voit qu'en fait, c'est ça l'impact, hein, vu que le taux de marge d'EBITDA, il suit bien le taux de marge brute. Donc il n'y a pas eu de déperdition d'efficience opérationnelle, mais il y a eu vraiment un fort impact sur la marge brute et on n'a pas trop de marge de manœuvre sur les salaires, sauf à aller recruter des consultants dans des pays à bas coût. Mais c'est pas le positionnement de Wavestone qui sont plutôt premium. Donc ça, il y a un impact. Ce qui est rassurant, c'est que le taux de marge net, toutefois, il est resté plutôt alors il a baissé, mais il reste, il commence déjà à rebondir depuis quelques trimestres. On est au-dessus de 8, ce qui est, convenable. Donc moi, je trouve que c'est quand même une société qui est bien gérée. Ils ont pas beaucoup de pouvoir sur les salaires et les marges, se tiennent quand même relativement bien. Allez, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Excellent. Qu'est-ce qui se passe du côté du BFR? Est-ce qu'on a un BFR négatif? Non. Pourtant, c'est le genre d'industrie où on devrait être BFR négatif, hein, puisque souvent vous facturez, vous demandez des acomptes à vos clients, ou en tout cas vous facturez à vos clients avant de devoir payer les consultants. Bon, c'est pas le cas ici. Est-ce que cette variation du BFR, elle nous aide? Non, elle est défavorable, hein, donc c'est pour ça que le BFR est de plus en plus élevé. On a une variation défavorable du BFR, donc on a de moins en moins le pouvoir de faire payer les clients avant de payer les fournisseurs. Les fournisseurs étant évidemment les consultants. Enfin non, il y a pas de les fournisseurs ne sont pas les consultants, pardon, c'est plutôt, on va dire «la matière première» entre guillemets, hein, les consultants, que les fournisseurs, il faut voir, hein, peut-être qu'ils sous-traitent également à d'autres entreprises, donc il faut voir. Donc ça aide pas les cash flows opérationnels, dépenses en capital constante, ça attaque les free cash flow. Ensuite, si on regarde dépréciation, amortissement vs dépenses en capital, par contre là, on s'est arrêté en mars 2020 de faire la dépense en capital. Après, ce genre d'industrie, c'est assez minime, hein, les dépenses en capital. En cumulé, 163 millions sur 10 ans. C'est pas extraordinaire. C'est parce qu'en fait, il y a pas vraiment de dépenses en capital, hein, sur ce genre de business. Sauf si vous faites peut-être du logiciel ou, il y a rien de très tangible. Donc bon, et ils ont commencé à déprécier. Alors qu'est-ce qui déprécie? Il faut aller voir. À mon avis, ce sont surtout des amortissements. Taux de dépréciation, c'est plutôt de l'intangible. Donc il faut aller voir. Mais bon, du coup, on arrête de faire de la dépense en capital. À mon avis, il y a pas d'intérêt à faire la dépense en capital sur ce genre de business et ils vont plutôt se concentrer sur la croissance externe plutôt que la croissance organique. Donc bon, ça explique, ça explique la différence, hein, que vous avez entre les free cash flow et les bénéfices nets. Pour valoriser Wavestone, s'il y a pas d'endettement, moi je préférerais plutôt les free cash flow. Allez, on va regarder la rentabilité opérationnelle. On se trouve sur une rentabilité médiane de 15. Excellent. Après, c'est un business qui est pas capital intensif. Bon, ça dévisse, hein, depuis, septembre 2023. On n'est plus qu'à 11,5, mais ça reste, raisonnable, hein, comme niveau. C'est au-delà de la croissance organique. Donc ça leur permet de dégager du flux qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire des acquisitions, se désendetter
ou racheter des actions éventuellement pour les annuler. Donc ça c'est bien. On va regarder l'endettement. On se trouve sur une dette, qui est nulle en fait. On est quasiment cash net sur Wavestone. Excellent. Donc le bilan est très clean. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir refaire des acquisitions. En fait, les boss que vous avez là, à mon avis, ce sont des acquisitions à chaque fois. On peut regarder. Hop. Ici, forte acquisition. Donc hausse de la dette ensuite. Donc ça correspond à peu près à ça, hein. On enchaîne, on peut maintenant, on a de la poudre sèche pour faire des acquisitions d'autres cabinets de conseil et les intégrer dans la boîte. Donc ça, c'est excellent. On va regarder la rémunération de l'actionnaire maintenant. On a un dividende de 9 400 000. C'est pas très généreux, hein, si on regarde rendement de l'actionnaire à 1,6%. Bon, pas exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que ça c'est une augmentation de capital. Alors, on regarde, est-ce que ça correspond à une acquisition? Tac. Oui, c'est ça, hein. Donc on a fait l'acquisition avec de la dette et puis une augmentation de capital. Donc ça, c'est pas une mauvaise utilisation, hein, de l'augmentation de capital, de faire une acquisition. Surtout que si vous avez un PER élevé, si vous avez une valorisation élevée, on va le voir après, c'est plus intéressant de faire des augmentations de capital que de s'endetter souvent. Puisqu'en fait, vous pouvez lever plus d'argent en diluant moins, alors qu'en vous endettant, vous allez payer plus de frais d'intérêt. Donc vous diluez pas, mais ça impacte vos résultats futurs. Donc c'est peut-être pas si bête, hein, d'avoir fait une augmentation de capital ici. Le rendement de l'actionnaire a été calculé à 1,60%, c'est pas extraordinaire. Et en fait, le dividende représente qu'un dixième, même un peu plus, des free cash flow. On peut l'augmenter encore un peu, hein, ce dividende, sans problème. Après, le secteur est encore en croissance. C'est pas un secteur qui est très généreux en termes de dividendes, mais ça va venir, à mon avis. On a déjà du 2,5, hein, sur Capgemini, je pense. Donc, bon, après, c'est pas la même taille du tout. On regarde la valorisation et on se met en price to free cash flow. On n'a pas de dette quasiment. Alors, bon, ça s'est toujours traité un peu cher. Bon, là, clairement, il n'y avait pas de free cash flow à cette époque. On peut zoomer un petit peu plus pour avoir l'effet un peu post-impact et post-pandémie. On est sur une médiane à 17,3. À l'heure actuelle, on est à 16,2. Vous avez quand même allez, entre 5 et 10% de décote. Donc ça, c'est intéressant, hein, quand même, sur un dossier qui est très qualitatif. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y avait plus de décote, évidemment, au début de l'année. Et en fin d'année 2024, là, je pense que dans les vidéos que j'ai faites à ce sujet, j'ai dû dire que c'était une opportunité, hein, parce qu'on était quand même, assez peu, quand même très décotés. Là, c'est un peu moins le cas, mais vous avez quand même une marge de sécurité sur un dossier qualitatif, avec une bonne rentabilité, une bonne, croissance, globale, une rémunération d'actionnaire qui est soutenable et qui va monter, à mon avis, sans trop de soucis. Donc Wavestone, ça se met en watchlist. Si on est intéressé, c'est le moment d'aller creuser le sujet, à mon avis. J'espère que cette analyse vous a plu. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.